Alors, le thème qui m'avait... D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès des membres et de cette table ronde et du public d'être arrivé aussi tard, mais vous comprendrez aisément les raisons pour lesquelles les délais se sont soudainement raccourcis depuis ou allongés depuis 2 jours. Le thème qui m'avait été donné était le suivant: que donne-t-on quand on donne? Alors, en bon universitaire, j'ai pris le titre sans vouloir y répondre, puisque quand on donne, c'est ce qui va m'intéresser. Que donne-t-on? Ça, j'allais dire, c'était l'intervention précédente dans une certaine mesure. L'idée générale derrière tout ça, c'est évidemment celle de la thématique de cet ensemble de conférences relatives au prix du corps, à la valeur donnée au corps. Qui dit valeur, évidemment, pour un juriste, dit commerce, dit échange. Il y a peu de valeur en soi qui soit de type économique. En revanche, les éléments et le corps lui-même peuvent avoir une valeur, et les systèmes juridiques en général, et le système juridique français en particulier, tiennent compte effectivement d'une certaine forme de valeur donnée dans le commerce aux éléments et aux produits. Vous avez entendu avec une certaine horreur l'une des dernières, j'allais dire, illustrations de ce principe, à savoir la découverte à Paris 5 d'un certain nombre de choses tout à fait détestables, et en particulier le fait qu'il y avait un trafic avec une tarification qui était donnée au corps décédé, aux personnes qui avaient fait le don de leur corps à la science. Et si j'en ai lu les rapports qui en ont été faits par la presse, un corps entier valait 900 €. Après, on peut débattre évidemment de savoir si c'est beaucoup, peu, etc. La question, c'est que effectivement, les éléments du corps, voire même les corps décédés, circulent entre les hommes, circulent entre les institutions médicales, etc., et que le droit, dans une mesure certaine, doit en tenir compte. Et mon intervention va être centrée autour de la question de l'encadrement de ceci, par l'intermédiaire notamment du don, puisque, comme vous le savez, une personne ne peut vendre ni son corps, ni ses organes, ni ses émanations corporelles, encore que pour certaines, il y a des exceptions, comme on le verra. Et c'est de savoir, évidemment, comment ce principe du don, tel qu'il est inscrit dans la loi, du moins dans les textes, peut se confronter et être cohérent avec cet impératif de circulation des éléments du corps, voire même des corps en leur entier. Alors, un rappel très bref qui a dû être fait précédemment, mais je passerai rapidement dessus. C'est le rappel des principes relatifs au statut du corps dans le droit français, de voir un petit peu comment ça se décline pour ce qui concerne cette institution du don. Premier rappel, le statut du corps est tout à fait récent en droit français, puisque jusqu'en 1994, jusqu'à l'adoption des 3 lois dites désormais de bioéthique, la première d'entre elles s'appelait d'ailleurs relative au corps humain, il n'y avait pas de statut du corps en droit civil français. Le corps était un élément, un objet totalement ignoré des juristes, au moins civilistes. En droit de la santé, heureusement, il n'était pas ignoré, mais c'est tout juste s'il apparaissait en tant que tel dans le Code de la santé publique. Et il a fallu attendre donc la fin du XXe siècle pour envisager, au sens littéral et presque théologique du terme, le corps de la personne comme un objet biologique et un objet juridique. On l'a reconnu comme tel sans le positionner, c'est un autre débat vis-à-vis de la notion de personne ou de personne humaine,
Et qui dit statut juridique dit effectivement un certain nombre de principes qui vont en guider la protection et, dans une certaine mesure, l'exploitation. Ces deux principes sont ceux de l'inviolabilité de ce corps et de la non-patrimonialité de ce corps, de ses éléments et de ses produits. J'écarterai tout de suite la question de l'inviolabilité puisqu'elle ne nous occupera que de manière tout à fait incidente, pour me concentrer plus particulièrement sur la question de la non-patrimonialité du corps, de ses éléments et de ses produits. Alors, deuxième réflexion d'ordre général, les juristes distinguent le corps et les éléments et les produits issus du corps. Ce n'est pas une distinction qui est très scientifique, parce que la distinction entre produits et éléments est assez obscure dans le droit et ne recouvre pas une réalité scientifique. L'idée générale, c'est que les produits sont des éléments qui se régénèrent, et les éléments sont des éléments qui ne se régénèrent pas dans le corps. En d'autres termes, par exemple, le sang est un produit, n'est pas un élément. En revanche, la moelle, qui pourrait être considéré comme se régénérant, est considéré comme un élément et pas comme un produit, tout simplement parce que le fait de donner sa moelle conduit à une opération chirurgicale, ou du moins des actes médicaux qui sont assez invasifs et qui s'analysent comme celle véritablement d'un prélèvement, d'où le fait qu'on l'a changé de catégorie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a le corps d'un côté, et le corps a un statut tout à fait particulier et qui se distingue dans une très large mesure des éléments et des produits qui, eux, circulent quand même beaucoup plus librement et doivent circuler. Alors, l'idée de non-patrimonialité ou le principe de non-patrimonialité a conduit à une conséquence immédiate, à savoir qu'on ne peut pas vendre des éléments et des produits de son corps, et a fortiori son corps en son entier, parce que le vendre, ça serait donner évidemment une valeur, et donc on se heurterait de manière frontale au principe de non-patrimonialité, ce qui veut dire que ne considère pas ce que l'on a comme quelque chose qui a une valeur particulière, une valeur marchande. D'où la nécessité, pour faire circuler ces éléments et ces produits, de passer par la figure non pas de la vente ou de la cession, mais du don. Là, on arrive au cœur du sujet, précisément. Alors, je fais une toute petite incidente à cet égard, en précisant que les juristes sont des gens de principe, comme vous le savez, mais des gens également d'exception. Dans le sens immédiat du terme, évidemment. À savoir qu'à tout principe son exception, et les principes que je viens d'énoncer, notamment pour ce qui concerne la non-patrimonialité, et donc l'absence d'un véritable commerce de la personne sur son corps, ses éléments et ses produits, accueille un certain nombre de principes très limités, à savoir que l'on peut vendre ses fanères, c'est-à-dire ses cheveux, ses ongles, ses poils, ce qui donne lieu à un commerce, je dois dire, limité. Mais là, la notion de don peut être effectivement écartée. Quand on parle de la notion de don, on vise évidemment la relation primaire entre la personne source, entre guillemets, et la personne qui va recueillir, qui est en général, heureusement, une institution publique ou privée d'ailleurs, mais en tout cas hospitalière ou médicale. En revanche, ce qu'il faut voir d'emblée, c'est que derrière ce don, ou ce qui est qualifié tel, se profile toute une chaîne d'actes qui vont aller, évidemment, de l'institution qui recueille, jusqu'à la personne qui va réutiliser ou qui va être le destinataire final de ces différents éléments et de ces différents produits. Et alors ça peut être des choses tout à fait différentes. Tout le monde a l'idée, évidemment, le don du sang, qui va passer par l'établissement français du sang, puis
va être redistribué effectivement aux établissements de santé, puis être évidemment redistribué aux bénéficiaires, aux patients qui en ont besoin. Donc vous avez un certain nombre d'intermédiaires. Ces intermédiaires peuvent être plus ou moins nombreux selon les modifications qui seront apportées à cette matière première vivante. On pense par exemple à des éléments qui sont des éléments génétiques ou des éléments cellulaires, qui par exemple peuvent faire l'objet de modifications telles que des modifications pour en faire des éléments de thérapie cellulaire. Là, vous aurez un beaucoup plus grand nombre d'intermédiaires, et ces intermédiaires, pour certains d'entre eux, seront des industriels. Ce ne sont pas tous, évidemment, des établissements de santé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les produits de thérapie génique ou cellulaire sont considérés par le Code de la santé publique comme des formes de médicaments. Qui dit médicament dit évidemment un objet qui est dans le commerce dans le plus large sens possible. Donc vous voyez que derrière cette relation primaire qu'est celle du don, on va trouver toute une série d'intermédiaires. Quand je dis intermédiaire, ça n'a aucune connotation négative. Il faut bien que les choses se fassent jusqu'à l'utilisateur final. Et vous sentez bien d'emblée que la notion ou la figure du don qui était posée initialement ne va certainement pas se retrouver à toutes les étapes jusqu'à l'étape finale. De sorte que les principes que l'on a énoncés, le principe de gratuité, il ne sera valable, et sous la réserve de l'exception que j'ai indiquée tout à l'heure, que dans cette relation primaire. Dans les relations ultérieures, il va, j'allais dire, se diluer dans les nécessités du système de santé, etc., etc. Donc, on voit déjà poindre que la notion de valeur, si elle était absente a priori au départ, va réapparaître au fur et à mesure des différentes étapes qui vont conduire le produit à ces différentes transformations jusqu'à l'utilisateur final qu'on pourrait évoquer comme étant un consommateur, puisque c'est l'idée qui vient immédiatement à l'esprit. Alors, ceci étant rappelé, j'aborderai très rapidement, s'il me reste encore un peu de temps, deux questions. Comment peut-on qualifier ce don d'un point de vue juridique? Parce que parler d'un don d'un produit et des éléments de ce corps, on parle donc de cette relation primaire, cela paraît assez évident pour un non-juriste, ça l'est beaucoup moins pour un juriste. On s'imagine bien donner une maison, donner un ouvrage, donner des leçons, etc., mais donner des produits et des éléments de son corps, voire même son corps en son entier, est-ce que ça doit être pris au sens propre du terme ou dans un sens plus ou moins figuré? Les juristes, vous vous en doutez, se sont échinés sur cette question pendant une bonne trentaine ou une quarantaine d'années maintenant, pour en conclure que finalement le terme « don » qui était utilisé par le législateur et qui est toujours utilisé par le législateur était en fait un faux-né pour parler d'une forme contractuelle qui n'était pas celle d'un acte totalement, non pas désintéressé, mais d'un acte unilatéral tel qu'on le trouve dans le Code civil. Et qu'il faut lui donner une analyse particulière dont je vais vous donner très brièvement les éléments de base. D'abord, ce don a pour soubassement véritablement j'allais dire d'un point de vue anthropologique, tous les travaux qui ont été faits par notamment Marcel Mauss, dont on connaît évidemment l'ouvrage fameux sur l'essai sur le don, et j'allais dire dans cette notion de don que l'on va trouver l'essence de ce contrat très particulier qui va lier le donateur et
je n'allais pas dire le donataire, parce que le donataire est fort lointain, le système qui va accueillir celui-ci. C'est donc l'esprit de solidarité qui va essentiellement animer ceci, ce don particulier, et il va s'éloigner de la figure traditionnelle du don au sens du Code civil par plusieurs éléments. Le premier élément qui est tout à fait essentiel, c'est que ce don est nécessairement, sauf quelques exceptions, anonyme. C'est-à-dire que l'on ne va pas viser un donataire en particulier, sauf les cas très particuliers de dons croisés ou de dons qui sont faits à une personne particulière dans un cercle très particulier qui est un cercle familial. Pour le reste, ce sera un don totalement anonyme qui va être fait à la collectivité et qui est vraiment le signe essentiel, au sens maussien du terme, de cette solidarité essentielle. La deuxième chose particulière, c'est que le système est fondé sur l'autorisation de prélèvement. C'est davantage qu'une marque de volonté. Quand on donne une voiture, quand on donne quelque chose à ses proches ou de moins proches, on manifeste sa volonté. Ici, c'est tout à fait particulier parce qu'on va surtout autoriser soit le prélèvement, soit le recueil, qui va bien au-delà d'une manifestation de volonté et qui va conduire à des obligations dans le chef de celui qui va recueillir ou dans le chef de celui qui va prélever. Il y a encore d'autres particularités à ce don, c'est aussi le fait qu'il est révocable, et révocable à tout moment. Les donations sont révocables en droit civil, mais sous des angles tout à fait particuliers, dans des limites très grandes. Vous imaginez bien que la possibilité de révoquer une donation en droit civil est tout à fait limitée, sinon on aurait une insécurité juridique tout à fait considérable. Ici, en revanche, c'est la règle. Je peux accepter un prélèvement, un recueil, mais je peux arrêter le mécanisme de recueil ou de prélèvement à tout moment. Exemple pour un don de sperme, on pourrait imaginer que le donneur puisse prendre contact avec le sécos qui a prélevé et de dire « je ne veux plus que mes gamètes soient utilisés ». Alors après, il y aura un problème de recherche, évidemment, pour l'identité du donneur, pour savoir où se trouvent ces gamètes dans l'azote liquide, etc., etc. Mais le principe demeure et est essentiel. Et c'est une différence tout à fait considérable avec le don tel qu'on le connaît. Et puis, il y a un troisième élément qui est important, c'est celui de la finalité. C'est un don très particulier qui est celui du don des éléments et des produits du corps, en ce sens qu'il est fait dans un but de solidarité, un but de gratuité, mais dans un but aussi très particulier pour donner une finalité spécifique à ce qui est donné, à l'objet du don. En 1994, ça s'est un petit peu atténué depuis, les finalités des dons étaient très fermement, très spécifiquement indiquées dans le Code de la santé publique. Il y avait le don pour un but thérapeutique, le don pour un but scientifique, un but d'étude, et puis, bon, très marginalement, vous pouviez avoir des prélèvements qui étaient faits pour des finalités criminelles, criminalistiques, d'analyse, etc. Et puis, les choses se sont un petit peu, j'allais dire, affadies avec le temps. J'en donne un exemple qui est tout à fait significatif. Pour ce qui concerne le prélèvement de gamètes, le don de gamètes, ce don de gamètes ne pouvait être fait en 1994 que pour une finalité qui était à l'époque thérapeutique, qui était celle de permettre la PMA pour des couples hétérosexuels
pour une finalité procréative. Il était interdit de donner pour des finalités de recherche. Ça veut dire, en d'autres termes, que les centres de recherche ne pourraient pas les puiser dans les centres de conservation pour dire bah, « tiens, j'en ai besoin pour faire telle ou telle chose ». C'était une finalité tout à fait différente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ça pose une difficulté, cette finalité, au jour d'aujourd'hui, parce que si on élargit la PMA, est-ce qu'on peut considérer que ceux qui ont donné pour une finalité qui est, j'allais dire thérapeutique en tout cas, aurait-il consenti pour une finalité autre que de permettre la PMA, par exemple pour des femmes seules ou pour des couples hétérosexuels? La question peut tout à fait se poser. Le législateur l'a écarté gentiment, comme beaucoup d'autres questions, mais c'est pour vous montrer que la finalité est bien particulière. On est le premier jour du Téléthon. Le Téléthon fait appel au don. Alors, ce n'est pas le don d'un produit, d'un élément du corps, c'est le don d'un financement pour la recherche. Mais est-ce que l'on peut finaliser le don? À savoir, est-ce que je peux donner sans que cela serve, par exemple, à des recherches spécifiques sur l'embryon, etc., etc. La question pourrait se poser. Mais elle ne serait pas complètement stupide, ni d'un point de vue du droit civil classique, ni du point de vue du don au sens bioéthique, j'allais dire, bien du terme. Alors, ce don ou ce prélèvement, si j'ai encore quelques minutes, Monsieur le Président. 8. C'est amplement suffisant. Va, d'un autre côté, conduire à des obligations dans le chef de celui qui va accueillir ce don ou ce prélèvement, qui est un établissement de santé, dans l'immense majorité des cas. Essentiellement 2 obligations. La première, c'est celle d'une utilisation de ce qui est donné dans le cadre de ce mécanisme, et d'autre part, d'accompagner, le cas échéant, le don ou le prélèvement de soins. C'est le cas, par exemple, des prélèvements qui sont réalisés à la suite d'une opération chirurgicale. Il est évident que, à la fois de permettre le prélèvement, c'est aussi obligé à soigner celui qui donne. Alors, ce mécanisme semblerait désormais bien rodé et parfaitement acceptable s'il ne restait quand même un certain nombre de zones d'ombre qui sont en relation précisément avec notre thématique de la valeur. J'ai dit tout à l'heure que, évidemment, ce que nous avons décrit à l'instant n'est que la première étape de toute une série de contrats, qui, eux, vont très largement échapper au cadre que je viens de décrire. Et là, on va voir arriver, évidemment, des notions de valeur, de prix, de cession, qui n'ont rien de choquant, mais qui témoignent simplement de la nécessité de faire rentrer ces objets bien particuliers, tels qu'on les a recueillis ou tels qu'on les a prélevés, dans un circuit qui est un circuit commercial, au sens le plus noble du terme. Quelques indications très particulières qui viennent l'illustrer. Le sang, évidemment, il est recueilli de manière gratuite, en vertu du mécanisme que je viens d'indiquer. En revanche, une fois qu'il est dans le circuit, il va être tarifé. Alors cette tarification ne va pas être la conséquence de la libre confrontation des forces du marché, parce que c'est l'État qui va intervenir pour fixer le prix de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérive.
Mais c'est tout de même un prix. Je crois que le dernier arrêté doit dater d'il y a 2 ou 3 ans sur le prix du sang. Alors, vous avez un prix du sang total, ça doit faire à peu près, je crois, à peu près 100 € le litre, ou un petit peu moins, et puis le prix des dérivés. C'est la même chose pour le lait maternel, qui est également tarifé, etc., etc. Évidemment, là, on voit arriver des questions de valeur qui sont, vous le voyez, très proches de celles que l'on a développées il y a quelques minutes lorsqu'on a vu le scandale de Paris 5. On a un marché, il faut y répondre, et la confrontation de l'offre et de la demande fait qu'on arrive à un prix qui soit déterminé d'une manière ou d'une autre. Donc ça, il faut le garder évidemment bien à l'esprit, et c'est toute la difficulté évidemment de ce système de faire coexister une initiative totalement gratuite et totalement solidaire avec des mécanismes qui sont totalement commerciaux. C'est possible intellectuellement, c'est possible juridiquement, c'est pas toujours possible ou facile socialement et, j'allais dire, éthiquement. Et puis, vous avez un autre versant de cette difficulté, de ce mécanisme, et je terminerai par là, où on a encore ce problème de valeur, c'est l'indemnisation des donneurs. Des donneurs, on a dit tout à l'heure, tout ceci est fondé sur la gratuité pour ce qui concerne les rapports que je qualifierais de primaires entre la personne source et celui qui recueille ou qui prélève. Sauf que ce donneur, il donne aussi de son temps. Et curieusement, si on ne le rémunère pas pour ce qu'il donne, on le rémunère pour, j'allais dire, le service, en quelque sorte, qu'il rend, l'immobilisation, le transport, les faux frais qu'il aura pu faire. Et là, on a un système également un peu étrange, où la chose n'a pas de valeur, mais ce qui entoure, évidemment, l'acte de don, lui, on ne va pas être rémunéré, on ne va pas parler de rémunération, mais on va parler d'indemnisation. Cette indemnisation est tout à fait réelle, elle va être prévue par les textes du Code de la santé publique et de manière d'ailleurs assez inattendue, selon les types de prélèvements et selon les types de recueil, d'ailleurs, les modalités d'indemnisation ne seront pas les mêmes. Il y a une certaine incohérence dans les textes, ce qui prouve d'ailleurs que le législateur n'a jamais voulu envisager le problème de manière globale, mais, j'allais dire, aiguillonné par des problèmes particuliers qu'il a résolus au cas par cas. J'en dirais, je terminerai par là, le meilleur mécanisme d'indemnisation qui se rapproche d'un véritable salaire, c'est pour les personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Là, vous avez... Alors, vous allez me dire, il ne donne rien. Si, il donne quand même... Il prête. C'est pas un don. Ils prennent des risques pour eux-mêmes. Mais c'est pas... Alors, les risques qui sont pris en charge par l'assurance obligatoire qui doit être souscrite, non pas évidemment par ceux qui mettent en place ces recherches. En revanche, le temps d'immobilisation, le temps de transport, etc., fait l'objet d'une réglementation extrêmement précise et d'un point de vue social, ça s'analyse comme un véritable salaire qui est donné effectivement à ces personnes. Pour d'autres types de dons, il y en a un qui avait posé des problèmes bien particuliers, c'est pour le don d'ovocytes, effectivement, où ça nécessite que la patiente revienne à plusieurs reprises, qu'elle soit immobilisée, etc. Vous avez tout un mécanisme, effectivement, de prise en charge par la sécurité sociale, d'indemnisation de l'employeur qui va subir, effectivement, le fait que sa salariée n'est pas présente, etc., etc. Voilà, j'en termine un peu par cette approche un peu
de désillusion, en quelque sorte. Le juriste n'a pas d'illusion, donc il n'a pas de désillusion. Le juriste essaie d'organiser les choses, et tout simplement pour, j'espère vous avoir montré que derrière ces mécanismes généreux, de dons, de gratuité, etc., non pas ce profil, mais se tiennent nécessairement toute une série de mécanismes qui, eux, échappent à ces principes généraux. Et je terminerai par un mot en ouvrant le débat par ailleurs sur ce que l'on a vu et qui est décrit ici, qui est un mécanisme purement français. Mais on l'a vu, j'ai vu les dernières diapositives que vous avez projetées. Qu'en est-il de ce système lorsqu'il se confronte à des flux internationaux, effectivement, de produits et d'éléments du corps, sachant, comme vous le savez, que la France, par exemple, ne serait-ce qu'en matière sanguine, n'est pas autonome. Et donc là, le problème va devenir encore plus aigu pour savoir de quelle manière la gratuité et le don peut être encore maintenu, ne serait-ce que comme illusion.